Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Dijon au Forum Bois Construction 2018 et nous allons nous intéresser au logement social et nous allons nous intéresser à la problématique de la compétitivité des solutions bois. Avec moi pour en parler, Madame Laetitia Lesage, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte chez Lemerou Architecte, c'est ça? Architecte associé de Lemerou. Architecte associé de Lemerou. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'agence? Alors, nous sommes 3 associés, nous avons fait nos études ensemble. On a une structure qui est installée à Paris depuis l'origine, et puis une antenne à Bordeaux depuis quelques années. On fait beaucoup de logements social et un peu de promotion privée aussi. Beaucoup de bois aussi Oui, on a une petite compétence bois. On a construit en ossature. Petite ou grande compétence Après, quand je vois tout ce qu'il y a ici, je me dis que c'est une petite compétence, mais on commence à avoir, en tout cas, travaillé sur l'ossature, travaillé sur le CLT, fait du logement, ce qui est quand même, je pense, la partie la plus complexe dans la construction bois, et fait de l'hébergement aussi. On sort là aujourd'hui une opération d'hébergement à Fontainebleau pour l'Université de Paris Diderot. Alors on va revenir avec vous après sur du logement social et sur du logement social à Montreuil. À côté de vous, monsieur Stéphane Cochet, bonjour. Bonjour. Vous-même, vous êtes aussi architecte. Quelle agence? A003 Architecte. Oui, et vous nous la présentez? Oui, alors A003 Architecte, on est 2 architectes associés. La spécificité un petit peu de l'agence, on fait beaucoup de réhabilitation de logement social au départ, en milieu occupé, voilà. Et là, depuis quelques années, on se développe beaucoup sur... moi, je suis certifié Passive House Designer, donc je suis spécialisé en construction passive, en construction bois. On a livré il y a 2 ans un bâtiment de 6 niveaux en ossature bois pour Osica Grand Paris Habitat, qui est un bâtiment en petite ossature bois, 6 niveaux certifié Passive House, qui a eu les trophées bois Île-de-France en 2016. Bâtiment qui est à Montreuil également. Hein. Voilà, qui est aussi à Montreuil comme Laetitia. Et aujourd'hui, on est plutôt spécialisé. Là, on est sur un projet pour le PA Marne avec une approche zéro carbone. Donc, on est en train de tester les futurs référentiels le plus C-. Donc toujours en logement social ou accession. Voilà. Alors, Madame Lesage, décrivez-nous rapidement le projet, enfin rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le projet de Montreuil, et puis après on rentrera dans le vif du sujet, c'est la problématique de la compétitivité. Oui, alors c'est un projet qui compte 24 logements, il y a 7 maisons individuelles et 17 logements intermédiaires, un projet qui s'étage sur R+1 et qui se développe sur une parcelle assez complexe puisqu'elle est tenue entre 2 sentiers, un sentier des Jasmins et sentier de la Ferme, donc un accès assez difficile à la parcelle. On voit, voilà, et on est au cœur d'un parcellaire qui a été dessiné par les murs à pêche et qu'on a eu à cœur justement de mettre en avant par le projet en dessinant une façon de continuer la linéarité et la répétitivité de la direction que donnaient les murs à pêche en travaillant sur des logements qui présentent des patios, donc des logements à rez-de-chaussée de plein pied autour d'un patio et qui dessinent donc des lignes qui reprennent un peu la direction des murs à pêche. On a le droit de planter un pêcher dans le jardin? Voilà, je pense que d'ailleurs j'y suis passée, c'est fait. Sur ce projet, quel mode constructif? Alors on est en panneau massif. On a un procédé en fondation qui est sur technopieux. Donc on a des longs greens métal et après on a un plancher en caisson bois isolé. Et puis tout le reste, plancher, mur, refend, mur de façade est en CLT. Et puis une charpente traditionnelle bois. Alors, on est sur un projet de logement social. Dans le logement social, on a besoin de compétitivité. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce chantier, sur ce projet? Qu'est-ce qu'il y a eu comme... c'est des déboires. Hein. Oui. Donc, on y va et après, on verra comment ça s'explique et comment on peut les éviter. Alors, disons que c'est un projet qui... Disons, la base de données n'était quand même pas dans la recherche de compétitivité, parce que la maîtrise d'ouvrage avait conscience que le terrain était compliqué, que l'environnement était un peu compliqué aussi, et puis avait des prestations souhaitées assez onéreuses. On a des grandes baies vitrées en bois mixte, bois alu, on a du volet aluminium, enfin on a des choses intéressantes. Très qualitatif. Voilà, on est dans du très qualitatif.
On a plutôt des grands logements et pour le coup, la construction bois nous aidait à faire un chantier qui répondait aux contraintes du site et aux contraintes d'environnement. Sur le papier, le chantier, avec l'entreprise avec laquelle on avait signé les marchés, promettait d'être à 14 mois de chantier, utilisant la préfabrication, utilisant le technopieux qui va très vite par rapport à des fondations béton et tout ça. Et puis finalement, on a été confronté à une entreprise bois qui était fragile économiquement et qui a fait faillite en cours de chantier. Et donc ça a déjà cassé toute une dynamique qu'on avait commencé à mettre en place sur les principes de plan, de synthèse, de détail et tout ça. Il a fallu retrouver une entreprise, il a fallu remotiver l'entreprise générale qui était en place. Donc on a fait ça, il y a eu un délai de chantier, enfin un temps d'arrêt de chantier qui est assez préjudiciable quand même pour la construction bois, parce qu'une partie du chantier était montée. Ce qui fait qu'au bout du compte, au lieu des 14 mois, tout ça assemblé, on est arrivé à 36 mois de chantier. Alors oui, donc un vrai délai. Donc un vrai délai de temps, ouais. Qu'est-ce qui enfin bon, il y avait une fragilité à l'époque économique, hein, on est oui. en 2012. On est en 2012, donc ça va pas très bien dans la construction. Mais ce n'est pas que ça qui explique peut-être les délais ensuite qui ont été rallongés. Comment vous voyez les choses? Moi, je dirais qu'on a un vrai temps perdu, disons, sur la synthèse et sur le fait que l'entreprise générale, dite générale, c'est-à-dire celle qui s'occupe de la petite maçonnerie, le VRD et puis les corps d'état secondaire et plomberie, mais qui fait appel finalement à des sous-traitants. Son corps de métier, c'est la petite maçonnerie, dans des échelles comme celle-ci, hein, c'est-à-dire 24 logements dans un tissu complexe. Elle n'est pas finalement formée pour savoir travailler avec des charpentiers qui, eux, ont un process de dessin et de détail beaucoup plus évolué. Et donc, on a beaucoup de mal. Et finalement, on se retrouve, nous, architectes, à faire de la synthèse. Et puis, du coup, à essayer de mettre tout le monde d'accord, à essayer d'obtenir des plans de détail. Et tout ça prend un temps long. Après, il y a des questions de validation par les bureaux de contrôle et bureaux de contrôle pour les certifications type Qualitel et tout ça, qui sont assez longs puisqu'ils n'ont pas l'habitude de valider sur plan des principes constructifs bois. Donc il y a tout un temps qui prend, qui s'étale, disons, et qui fait que le chantier prend du retard. Donc si on veut être compétitif, hein, ou même aller plus rapidement, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. Enfin, ce que vous dites, hein, c'est que les entreprises, on va dire de taille moyenne, qui ne sont pas des majors, mais qui interviennent beaucoup sur ces types de chantiers, ne sont pas encore tout à fait prêtes en termes d'organisation et donc de compétitivité ensuite sur le chantier à répondre qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux? Moi, alors c'est mon avis, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je pense que l'entreprise bois peut-être pourrait se mobiliser plus pour prendre en charge finalement le fait d'être entreprise générale et de faire la synthèse avec les lots fluides, avec la thermique. Avoir une approche plus globale du chantier, c'est ça? Je pense, oui. Parce qu'ils ont une vraie connaissance, en tout cas de leur lot. Il suffirait de peu pour qu'ils puissent s'ouvrir aux autres lots qui concernent le chantier. J'imagine que vous en avez peut-être discuté avec eux de ça. Comment ils... Alors moi, le retour que j'avais, mais je pense que ça évolue. Encore une fois, ça date un petit peu. Stéphane le disait tout à l'heure, les entreprises commencent à se mobiliser. Moi, les charpentiers avec lesquels j'ai travaillé ne voulaient pas sortir de leurs compétences qui étaient celles de la charpente. C'était celle de la charpente. Ouais. Voilà. Maintenant, je pense qu'on voit bien de toute façon que c'est en train d'évoluer, alors notamment avec les majors. Je pense que sur des petites opérations comme ça, on va y arriver aussi, bon an, mal an. Après, je pense qu'il y a une question de formation à l'échelle du bâtiment et de la petite entreprise, mais qui concerne tous les corps d'État, qu'il faut vraiment questionner, en fait. Sur le travailler ensemble, en fait. Hein. Travailler ensemble et puis répondre à finalement de la procédure qui devient de plus en plus procédurale et des entreprises qui ne sont pas formées pour ce travail administratif. Tout à fait. Administratif et de dessin. Et d'organisation et de management. Et, voilà, plein de choses. Tout à l'heure, on va avoir une conférence sur le BIM. Normalement, le BIM va tout arranger, non? Oui, alors à les mettre. C'est ce que j'entends. Hein.
Justement, moi je me dis quelle entreprise là, avec lesquelles j'ai travaillé sur des chantiers de 15 à 30 logements, 15 à 25 logements, sont capables de faire du BIM. Oui, c'est une vraie interrogation par rapport à ça. Ouais, Qu'est-ce que ça vous évoque, Monsieur Cochet? Et puis après, on va en venir à un problème très terre à terre. Terre à eau. Terre à eau. Donc par rapport à ce que dit Laetitia, effectivement, c'est-à-dire que les entreprises bois, on va dire, c'est l'aristocratie du bâtiment. C'est-à-dire que c'est des gens ultra formés. On est avec des bureaux d'études très précis. Quand vous voyez les carnets de détail des entreprises bois, c'est juste hallucinant, quoi. C'est d'une qualité, vous voyez jamais ça. Donc il y a une vraie... Et comme on est dans la préfabrication, ça veut dire qu'il y a une planification en amont du chantier qui est très très importante. Et donc par rapport aux petites entreprises générales, même les grandes, hein, enfin on va dire là-dessus, le lot bois, comme il préfabrique tout en usine, il faut qu'il ait toutes les interventions sur des postes très importants, type le passage des fluides, les portes palières. Donc il doit avoir toutes les dimensions, puisque lui il va faire toutes les réservations, et tout ça c'est préfabriqué en usine. Et quand on arrive sur le chantier, tout est travaillé au millimètre, c'est-à-dire que la précision du charpentier, c'est le millimètre, contrairement au bétonneux, etc. Donc ça suppose une organisation de chantier très très pointue. Et ce dont tu parles, Laetitia, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'entreprise générale qui n'a pas forcément encore désigné son sous-traitant plombard, machin, bah, il n'a pas l'habitude de ça. Il n'a pas l'habitude de ça. Il ne s'est pas anticipé, en fait. Ouais, tout à fait. En fait, c'est tout le travail qu'il y a en amont du chantier. C'est ça. Tout le travail d'anticipation dont on nous dit donc que le BIM devrait faciliter les choses. Oui, sauf que le BIM, si vous voulez... Il faut quand même voir le tissu économique des entreprises, ces entreprises-là. Pour vous, il y a un gros doute là-dessus. Oui. Alors, si vous voulez, le BIM, par exemple, les entreprises bois sont toutes sous CAD-Work. Donc ça fait très longtemps, d'une certaine manière, qu'elles travaillent, qu'elles sont en 3D, etc. Après, c'est comment on arrive à organiser les entreprises les unes avec les autres pour qu'il y ait un même modèle qui circule. Après, ça pose des questions de responsabilité, etc. Donc même nous, si vous voulez, qui sommes architectes, aujourd'hui, même si on travaille en BIM, au niveau des bureaux d'études et tout, quand on livre les plans aux entreprises, c'est un plan guide. Parce que nous, on n'est pas responsable de l'exécution. Donc ça veut dire qu'ils reprennent les plans et qu'ils redessinent, etc. Donc si vous voulez, il y a un mythe un petit peu sur la bagnole, c'est un vieux mythe dans le bâtiment français. On arrivera un jour à faire des bâtiments comme des voitures. Bon, on peut se faire plaisir, les ingénieurs aiment beaucoup ça, mais la réalité du chantier, des fois, elle n'est pas exactement celle-ci. Alors, on va, je suis désolé, le temps passe, oui, bien sûr, vous voyez qu'on avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. On va être, alors je disais plus terre à terre, mais là c'est pour le coup une réalité auquel on pense assez peu, et c'est dans l'usage après du bâtiment, sur le dégât des eaux. Le traitement du dégât des eaux dans une construction bois. Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir à cette question, et comment vous alertez là-dessus? Dites-nous ce qui vous a amené à réfléchir à ça. Donc d'abord, moi je viens de la réhabilitation. Donc moi mon métier premier c'est réhabilitation de logement social en milieu occupé. Donc quand on fait ce métier, on rentre chez les gens, donc on voit vraiment comment, donc on est en contact vraiment avec les bailleurs, mais côté gestion, entretien, maintenance, etc. Et donc si vous voulez Donc en fait, je suis venu un peu par rapport à ça, parce que sur Montreuil, donc un bâtiment en 3e famille, à un moment donné, il fallait qu'on fasse une salle de bain adaptée, donc pas adaptable, mais adaptée. Et là, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de produit sur le marché sous avis technique, par exemple, pour faire des receveurs PMR, donc type siphon de sol, etc. Aujourd'hui, je n'ai pas sur le marché de solution pour faire de la salle de bain PMR sur support bois. Vous avez des solutions, mais pas de solutions certifiées, c'est ça? C'est ça, sous avis technique, etc. Voilà, qui vont rassurer votre... c'est même pas... C'est-à-dire que demain, il y a un dégât... oui, parce que les assurances, moi, demain, j'ai un dégât des eaux, j'ai l'expert qui vient, qui dit, mais c'est quoi ce truc? C'est pas sous avis technique, pas sous DTU. Ça veut dire que vous avez abandonné la salle de bain? C'est-à-dire que du coup, on a commencé à regarder ces histoires déjà des pièces humides, comment on traite une pièce humide sur support bois, et au-delà de ça, la question du dégât des eaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que le bois, c'est très bien et tout ça. On parle beaucoup d'acoustique. Aujourd'hui, on a réglé l'acoustique en bois, puisqu'on a les Qualitel avec tous les systèmes donc qui sont parfaitement cadrés. Le feu, aujourd'hui, on le maîtrise. Par contre, le premier ennemi du bois, c'est l'eau.
C'est-à-dire que l'eau peut rapidement dégrader la structure du bois par le développement des champignons, etc. Voilà. Et surtout si c'est pas visible. C'est un sinistre et ça, c'est important. Voilà. Donc il faut savoir que les dégâts des eaux aujourd'hui, quand on va sur les bases, le baromètre des assurances d'habitation, le premier sinistre aujourd'hui, c'est le dégât des eaux. Quand on va sur la base AQC de l'Observatoire des désordres du bâti, les premiers dans le top 10, c'est des désordres sur les réseaux intérieurs d'eau et ensuite sur les revêtements de sol. Donc c'est un vrai sujet, si vous voulez. Et le bois, là-dessus, il faut vraiment l'intégrer. Et je ne parle pas ici que de maîtrise des transferts d'hygrométrie de vapeur. Je dis, voilà, quand il y a un dégât des eaux qui ne se limite pas à la pièce humide, qu'est-ce qui se passe dans le plancher ? Et comme en plus, on va sur des solutions de plus en plus pour les immeubles en grande hauteur, avec des planchers CLT, vous avez la dalle béton, enfin la chape ciment, plus un complexe isolant en dessous, et ensuite un CLT qui fait toute la hauteur. C'est-à-dire quand il y a un dégât des eaux, la flotte elle va venir se foutre là-dedans. Vous la verrez pas d'en dessous parce que le CLT il est étanche. Qu'est-ce qui se passe ? Et potentiellement demain ça veut dire qu'on va vers des gros sinistres. Donc moi j'alerte un peu la profession en disant la réalité du logement c'est ça. Donc comment, et ça se limite pas à la pièce humide. Donc comment on prend ça ? Donc nous on a développé des petites solutions très simples, économiquement. Justement, je voulais savoir un peu ce que vous avez fait pour votre salle de bain PMR. Finalement, alors, comment vous avez résolu le problème ? Il y a plusieurs sujets, si vous voulez. Il y a dans le logement lui-même, qui se limite, parce que je dis le dégât des eaux, il ne se limite pas à la pièce humide. Oui, c'est pas que la pièce humide. Donc déjà, nous, on traite toutes les rives de plancher, si vous voulez, avec des petites bandes d'étanchéité qui sont des bandes de ce qu'on utilise dans les systèmes dans les pièces humides. Douche à l'italienne ? Non, même dans les salles de bain, on fait les raccords mur plancher, donc c'est des bandes d'étanchéité avec une résine. Donc en chantier, on peut voir que ça a été fait, c'est pas du joint à la pompe ou des choses comme ça. Donc là, on propose de traiter toutes les rives pour éviter qu'on ait l'eau qui passe sous la plainte et qui vienne donc ça, c'est préventif. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, pour les salles de bain, donc nous, par exemple, sur Montreuil, le DTU ou les avis techniques pour le PVC, parce que c'est vrai qu'en logement social, on met souvent du PVC, parce que, et si vous voulez, dans les DTU, les avis techniques, on considère que le PVC, c'est une étanchéité. Donc là, on fait du E3 sur support bois, c'est-à-dire que c'est des joints soudés à chaud, c'est pas du E2S, mais du UE3 machin. Mais nous, on ne considère pas ça comme pérenne. C'est-à-dire de dire que c'est le PVC qui va faire l'étanchéité. En plus, vous ne pouvez plus percer, donc vous êtes obligé d'avoir l'évacuation de votre recevoir qui est au-dessus des plaintes. Donc en fait, on n'est pas conforme à la réglementation PMR qui dit qu'on doit pouvoir adapter. Donc souvent, ça veut dire qu'on a l'évacuation qui arrive par le sol. Donc ça, on ne peut pas le faire avec les avis techniques aujourd'hui qu'on a sur le PVC, etc. Donc nous, ce qu'on a fait sur Montreuil, c'est qu'en fait, on a traité l'étanchéité comme si on était sous du carrelage. Donc on a fait un spec. Donc les specs, ça marche très bien. Moi, je crois beaucoup au système spec, donc les systèmes de protection d'étanchéité sous carrelage. Donc soit les SEL, aussi les systèmes d'étanchéité liquide, les CEPI. Donc tout ça fonctionne très très bien à mon sens pour le traitement des pièces humides et nous permet de se rapprocher de faire de la salle de bain adaptable, pas adaptée. Pas adapté. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas de solution sur support bois pour faire de l'adapté. Le temps passe. Je vais vous demander un peu comment ça s'est passé. Vous avez alerté le FCBA sur la question. Il y a des groupes de travail qui ont été mis en place. Expliquez-nous rapidement ce qui est en train de se mettre en place sur cette question. Voilà, donc nous on est architectes, donc on est un peu en bout de chaîne, si vous voulez, ce qu'on disait avec Laetitia tout à l'heure. C'est-à-dire que nous on est un peu avec les interfaces de tous les métiers. Et jusqu'à présent, c'est vrai que le FCBA était plutôt concentré structure, enveloppe, etc. Et de plus en plus, nous en bout de chaîne, on a tous les corps d'état secondaire, etc. Donc on a un rôle un peu de lanceur d'alerte, on va dire, on fait remonter les trucs de terrain. Et du coup, la FCBA, face à ça, a lancé un COTEC, donc a fait un groupe de travail en réunissant tous les groupes spécialisés du CSTB qui participent à élaborer les cahiers de prescription technique, qui encadrent les avis techniques, etc., pour essayer de mettre autour de la table tout le monde, parce que si vous voulez, la pièce humide concentre énormément d'intervention et de responsabilité entre le plombier, le revêtement de sol, la structure, etc. C'est très intéressant la pièce humide, parce on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'approche globale. C'est ça. Donc ayons une approche globale et intégrons dans cette approche globale la problématique humidité, dégâts des eaux, pièces PMR, avec les solutions bois. Voilà. Je vous interromps un peu rapidement. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV, une émission donc à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV, sur les sites de nos partenaires du Forum Bois Construction et franceboisforêt.fr. Merci d'être venu jusqu'ici nous parler de ces problématiques. Merci à vous. Merci.